Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va faire un gros point sur Bitcoin, la situation actuelle, grosse semaine à venir sur Bitcoin, puisque en fait, on a à la fois des grosses narrations autour de l'inflation, meeting aujourd'hui, réunion en urgence de la Fed pour combattre l'inflation avec des mauvais signaux qui sont sortis autour du 10 décembre. Je vous avais parlé déjà de ces signaux si vous suivez la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour faire l'appel à l'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, etc. Cette chaîne n'a rien à vendre. Je vends pas de formation, je vends pas de coaching ou quoi que ce soit. Simplement, ça me ferait plaisir si, comment dire, les algorithmes de YouTube nous permettaient de propulser la chaîne un petit peu plus vite, un petit peu plus loin. Donc ça, c'est dit. Donc, je vous disais, narration autour de l'inflation, narration autour de la guerre en Ukraine, enfin autour de la potentielle comment dire, des potentiels mouvements de troupes et des potentielles manœuvres d'intimidation en Ukraine. Et puis, on fera un gros point également sur la Bitcoin dominance et un point rapide sur où en est Ethereum, où est-ce qu'on pourrait aller, quels sont les niveaux qu'on pourrait aller chercher. Donc à partir de là, je passe tout de suite en partage. Et nous voilà sur la charte du Bitcoin face au dollar. Alors bon, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ça fait un moment que je parle de ce biseau en élargissement descendant, la figure bleue qui est là, la ligne d'axe ici qui est la ligne verte. Et depuis qu'on est reparti, j'ai tracé cette ligne d'axe ici, la rose en trétillé, qui nous donne un petit peu la pente de la tendance. Là, on arrive pile dessus, donc j'avais parlé d'un pullback dessus, que c'était vraiment quelque chose de possible. Pour moi, le support des 41 est très important à tenir. Pour l'instant, il tient. On est venu ici faire un petit pic au 41 500. Vous allez voir qu'au niveau de l'order flow, les choses se mettent plutôt en place pour, à partir de là, faire un rebond. Néanmoins, le contexte macro qu'il y a autour nous ferait plutôt dire que il va y avoir encore une narration autour de l'inflation, autour d'une hausse des taux éventuels de la Fed et voire potentiellement aujourd'hui, puisque la Fed en fait se réunit très rarement en urgence, c'est-à-dire que c'est très rare que la dernière fois c'était en 2015, donc il y a 6 ans, que la Fed déroge à son planning normal et qu'elle dise bon ben allez on fait une réunion en urgence. Donc là aujourd'hui ils vont se rencontrer, donc il y a peut-être une annonce des taux qui va être faite pas pour aujourd'hui, mais pour dans quelques jours, une hausse des taux de 0,25 est possible de la part de la Fed. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça amène ce type de narration accélérée, on va dire, de la Fed? Bah, tout simplement, on a une inflation qui a été corrigée. Elle était à 7,2, maintenant elle est à 7,5. Ils ont refait un petit peu les calculs, ils ont recalculé les choses, etc. On a en ce moment aussi comment dire, les chiffres de janvier, donc qui sont sortis, et c'est ce que je vous avais montré, comment dire, sur la bougie ici, si on passe en 1 heure. Je vous avais dit que ici il allait y avoir de la volatilité ce jour-là, et c'est exactement ce qu'on a eu au moment où à 14h30 ici, comment dire, les chiffres de janvier sont sortis. Donc tous les 10 du mois maintenant, il faut suivre quels sont les chiffres de l'inflation mensuelle de la part du Federal Labor Bureau of Statistics qui nous donne les prix, l'inflation du mois précédent. Donc la prochaine sera certainement autour du 10 mars. Pour l'instant, je vais pas trop parler de ça, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Donc ici, beaucoup de volatilité. Et puis là, on a l'impression que ça se stabilise un petit peu. Ça continue. Il y a eu un sell-off ensuite, donc on est allé dans les deux sens ensuite sell-off. Et puis là, on a l'impression que c'est en train de se stabiliser. À l'instant T, je vous en ai aussi souvent parlé sur la chaîne. On est donc sorti de ce biseau en élargissement descendant, potentiel pullback ici sur cette ligne d'axe, et puis ligne d'axe ici au centre. Voilà. Là, on est toujours en train de pullbacker donc cette ligne d'axe. Vous voyez que le pullback est plutôt propre. Donc moi, je l'avais annoncé comme tel. C'est vraiment une droite que je pense que je vais garder pendant un certain temps parce que je parle de cette droite là rose en trétillé parce que je trouve qu'elle a du sens. Elle a plusieurs touches. Alors oui, c'est une ligne d'axe, donc c'est pas vraiment un support. C'est plutôt, on se balade autour, c'est plutôt une ligne de tendance, on va dire, mais on va la garder comme telle et potentiellement, je pense qu'elle peut ici, peut-être, tenir et nous aider à tenir le support des 41 qui se trouve ici, l'autre ligne, là, ici, qu'on va mettre d'ailleurs dans une autre couleur. Euh, on va la mettre en vert, voilà. Non, on va la mettre en jaune. Orange, c'est bien.
et on va le mettre un petit peu plus d'opacité. Voilà. Donc cette ligne-là, le support des 41 est très important à tenir. Pourquoi? Parce que après, sinon, on va rentrer dans ce creux là ici de profile, et puis finalement, assez rapidement, on pourrait se retrouver au 36, voire au 33. Ça veut dire en fait, comment dire, à la fois tenir cette ligne d'axe veut dire on confirme une tendance haussière, tenir ce support des 41 veut dire on a passé un escalier à l'instant T, on ne repassera pas en dessous, et casser cet escalier, redescendre ici dans le creux du volume profile et revenir par exemple tester ici cette ligne verte ou cette ligne bleue, nous dirait on peut continuer à glisser longtemps sur le support bleu que vous voyez ici, qui maintenant est devenu un support. Depuis qu'on est sorti de toute cette figure, on pourrait continuer ici, et ça serait ce que nous dirait le prix si on perd ici le support des 41 et cette ligne d'axe, qu'on pourrait continuer à faire ça, en fait, voilà. Comme on a fait, ici, on a passé cette ligne, et on a fait exactement la même chose sur la ligne verte. Vous comprenez l'histoire? Donc voilà, donc pour l'instant, on n'a pas, comment dire, de structure de l'autre côté de la traîne, pas de vraie structure, on a eu vraiment des débuts de jolies choses qui se sont faites, mais il faudrait à partir de là utiliser le support des 41 pour repartir vers le haut et recommencer à faire entre guillemets des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Voilà pour Bitcoin au niveau chartisme. On va regarder tout de suite le carnet d'ordre. Vous voyez que le carnet d'ordre s'épaissit un petit peu à l'achat ici. Donc dans la zone des entre 39 et 40. Et puis après, bon, on a des ordres d'achat bien entendu jusque en bas. Pas de tendance de changement notable. Moi, je regarde surtout les changements dans le carnet d'ordre, si ce n'est là cet épaississement ici des ordres d'achat et à la vente, pas non plus d'épaississement qu'on pourrait noter, qui est suffisamment important pour le souligner. Là, on passe en order flow. Alors, order flow, donc vous voyez que ces niveaux-là ici ont été pris, donc on peut les enlever, voilà. Ici, on a toujours un niveau de short à prendre. Donc vous vous rappelez que ça, c'est le nombre de contrats en circulation, que ça soit en short ou en long. Et ici, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des gros pics, eh ben on vient assez vite nettoyer l'histoire. Ici, on avait énormément de contrats qui s'ouvraient en long, puisque le funding est positif. Le funding étant un taux d'intérêt variable, c'est-à-dire quand il y a une majorité de longueur, comme c'est ici le cas, ils vont payer pour les shorters et inversement. Donc funding positif ici, donc ça veut dire qu'il y avait un niveau de long à prendre ici. Voilà, en rouge, on vient de le prendre. Vous voyez que ici, là, toute cette bosse, là, ici, on vient de la prendre quand on est redescendu, quand le prix est redescendu. Ici, on a nettoyé quand même une bonne partie des longueurs qui étaient rentrées. Et là, vous voyez que depuis, le funding est en train de drastiquement diminuer. Néanmoins, il diminue à cause de la diminution du prix. Hein. C'est-à-dire que c'est parce qu'on clôture ici des shorts que le funding a tendance à diminuer aussi. Donc, est-ce que ça veut dire que on a nécessairement énormément de contrats au-dessus de la tête ici? Non, pas forcément. Il faudrait quand même... Ça veut dire en tout cas que déjà, bon, le sentiment est plutôt moins bon. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais ça veut pas dire qu'on a énormément de shorters là qui sont en train de shorter l'histoire, puisque, comment dire... dans la ici là en fait on en nettoie une partie quoi hein. Quand on fait ça là, quand on descend là, en fait on sort une partie des longueurs, donc c'est normal que le funding ici se reset un petit peu. Néanmoins le sentiment est en train de changer et ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis, comment dire, c'est quand même vraiment une bonne chose que le sentiment soit en train ici de se resetter sur le funding. Donc possible, peut-être qu'on va rester dans ces niveaux de prix, c'est ça que je suis en train de dire. Ici, 42 000 pour le max pain price pour vendredi prochain, avec un open interest de 10 000 bitcoins. Bah, ça, c'est les options. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui ne comprendraient pas les options, je ne peux pas les expliquer à chaque vidéo. Donc, bah, je vous envoie à aller regarder d'autres vidéos sur les options. Ensuite, là... vous voyez que ici, ça c'est high block, donc c'est les très grosses positions en levier. Où sont les très grosses positions en levier donc les leviers principalement x25 et x50. Et ici, vous voyez qu'on commence à avoir un delta assez important de liquidation shorteuse, donc de niveau de liquidation à venir chercher au-dessus. Ici, les leviers sont tellement forts que les liquidations sont très proches du prix, vous l'aurez compris. Par exemple, là, lors de la bougie de volatilité qu'on a fait le 10, celle que je vous avais annoncée, et ben vous voyez que ici ça vend normalement au spot, on vient pas réellement chercher des grosses positions, mais tout ce qui s'est ouvert entre temps là a été bouffé dans la minute. Là, on a des très grosses positions qui s'ouvrent, ça a été bouffé dans la minute, lui il est gagnant.
puisqu'il est resté, on n'est pas allé chercher sa liquidation. Et puis derrière, pendant qu'on est reparti vers le haut, on a énormément de longueurs qui sont rentrées, qu'on va tout de suite rechercher aussi. Donc là, on a un double zigzag, un mouvement de liquidation dans les deux sens qui s'est formé. Ici, vous voyez qu'on est plutôt venu chercher les longueurs, même si le prix n'est pas que market maké par les liquidations, mais quand même c'est quelque chose d'important. Et là, on a quand même un delta assez important au-dessus. Alors, est-ce que ces gens-là ont pris profit? On peut pas le savoir en fait, donc on peut pas réellement savoir quelles sont les positions qui sont toujours en jeu, mais néanmoins c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. On va continuer sur les news. Les news avec toujours ce péril russe, on va dire, et donc du coup, comment dire, un des prix du pétrole qui augmente énormément. En raison de ça, puisque vous savez que généralement les contextes de guerre, bien entendu, et la Russie étant le troisième producteur de pétrole au monde, les contextes de guerre ne sont jamais favorables à des baisses de prix du pétrole. Donc voilà, ça ce sera vraiment quelque chose à regarder et à tenir, c'est-à-dire la situation en Ukraine, les mouvements de troupes, etc. Est-ce que vraiment c'est juste une manœuvre d'intimidation que notre ami Vladimir est en train de faire, ou est-ce que il est en train de préparer quelque chose? Si jamais il prépare quelque chose, il n'y aura pas de guerre, c'est-à-dire que il est très peu vraisemblable qu'il y ait un affrontement direct entre, comment dire, la Russie et les États-Unis ou l'OTAN. Je pense pas, sincèrement, je pense que tout ça est une grosse manœuvre d'intimidation de manière à pouvoir négocier d'autres choses dans d'autres sens. Et bien sûr, quand vous massez des troupes à une frontière, vous avez plus de force pour pouvoir négocier d'autres choses. Donc voilà, et quand bien même, comment dire, quand bien même il y aurait invasion, les États-Unis ne pourraient pas réellement intervenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne serait pas sain de se mettre directement en conflit. Par contre, il y aura vraisemblablement, bien sûr, des énormes sanctions économiques sur la Russie, comme ça a été le cas quand l'Ukraine a été, la Crimée a été envahie. Voilà, bon, en gros, bon, c'est là, ça c'est là. J'ai fait une vidéo là-dessus en fait hier ou avant-hier. N'hésitez pas à aller voir, qui est vraiment dédiée totalement à 100% à l'Ukraine et à la situation en Ukraine, plus l'inflation. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. À partir de là, il faut comprendre aussi que Biden n'a pas encore eu sa guerre. Il est à mi-mandat et chaque président américain a le droit à sa guerre. Donc du coup, en tout cas, c'est relativement important pour les États-Unis d'avoir, comment dire, un ennemi pour pouvoir conserver les budgets militaires qu'ils peuvent avoir et pour pouvoir aussi conserver une sorte comment dire, de mainmise, pas de mainmise, mais une influence, une sphère d'influence suffisamment importante dans le monde. Ensuite, il faut comprendre aussi, et là je vais revenir sur l'inflation et la Fed, que dans cette semaine il y aura énormément de choses qui vont sortir parce que on va avoir donc aujourd'hui réunion de la Fed en urgence, donc vraisemblablement une rehausse des taux qui a probablement déjà été pricée par le marché, mais si elle est accélérée sur la bourse, ça peut donner quand même quelque chose. Et là, ça m'amène à vous montrer une charte qui est de dire que potentiellement on est en train de se décorréler du Nasdaq. Vous voyez que le moment où Bitcoin a fait sa belle journée à 10%, le Nasdaq était quand même resté relativement flat. Donc, est-ce qu'on se décorrèle ici à partir de là? Est-ce que Bitcoin fait un peu sa vie et malgré un contexte je pense pas que Bitcoin soit prêt à l'instant T. On l'a vu d'ailleurs sur la bougie du 10, là où il y a eu énormément de mouvements autour de l'inflation, puis on a corrigé. Bitcoin devrait quand même toujours se comporter pour l'instant comme un asset à risque et non plus comme un asset anti-inflation. C'est-à-dire que dans un contexte inflationniste, Bitcoin n'est pas nécessairement le grand gagnant pour le moment. On continue donc sur les minutes de la Fed qui vont sortir mercredi. Donc mercredi, on aura tout le résumé, enfin les transcriptions écrites des échanges qui ont été eus pendant la réunion de la Fed qui a eu lieu il y a quelques semaines. Je pense que c'était fin
Je pense que c'était fin du mois dernier, fin janvier, je crois, si je veux pas dire de bêtises. Donc, réunion de la Fed qui a eu lieu, et donc du coup, on saura exactement ce qu'ils se sont dit. La dernière fois que les minutes avaient été publiées, ça avait été très mauvais pour le marché, puisqu'ils avaient annoncé que potentiellement, ils avaient dans l'idée, comment dire, de faire une rehausse des taux en mars, et ça s'était effectivement confirmé à leur deuxième réunion. C'est ce que plus ou moins Powell a confirmé entre les lignes. Là, on a une réunion d'urgence aujourd'hui, donc ils cassent leur dynamique qui est plutôt normalement relativement bimensuelle, quoi, pour potentiellement prendre une décision aujourd'hui. On a pas mal de earnings aussi qui vont arriver dans la semaine, c'est-à-dire que les actions technologiques vont publier leurs profits, notamment Nvidia, etc. Vous savez qu'on a eu il y a pas longtemps Facebook qui a publié ses profits, qui était pas très bon d'ailleurs, et puis Amazon, etc. Donc ça, c'est souvent des choses qui dopent un petit peu les marchés quand les actions tech donnent leurs earnings. À partir de là, on va passer sur Ethereum. Donc vous voyez que dans l'idée, pour moi, si je devais, pardon, donner une direction au prix, pour moi, pour l'instant, il est possible que ça tienne. Et si jamais on casse, c'est-à-dire qu'on passe en dessous, eh ben on ira probablement revenir à peu près dans ces niveaux-là, c'est-à-dire les niveaux des 33, confirmer cette running flat en rose ici, confirmer ce biseau descendant qu'on n'a pas encore retesté depuis la cassure, confirmer également cette ligne d'axe, on pourrait voilà, venir jouer dans cette zone à nouveau. Est-ce que c'est sûr? Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et pour moi, je donnerais plutôt un crédit pour, à l'instant T, un léger fake-out, puis rebond. En tout cas, c'est ce que je vois dans l'order flow. Mais tout dépendra de ce que nous disent les marchés et tout dépendra de ce que nous dit la Fed aujourd'hui. Comme je vous le dis, c'est une semaine très chargée et très périlleuse pour les actions de prix sur Bitcoin. Tout simplement parce que il y a vraiment énormément de choses qui se mettent en place. Je pense que ça va tenir moi et je reste pour l'instant malgré l'analyse macro globale sur le scénario ici qu'il soit en train de se dessiner une sorte d'épaule tête épaule inversée comme ceci, enfin on aurait plutôt une ligne de DAX qui serait par ici, voilà, avec cette grosse pattern ici d'accumulation de Wyckoff. Pour l'instant, c'est mon scénario, voilà, pour l'instant. Donc voilà, mais contexte macro très très mauvais, puisque potentielle guerre et potentiel FUD de l'Ukraine. On va passer sur ETH. Donc ETH, où est-ce que j'ai pu... Je pense que j'avais préparé une charte là, non? BTC USD, pas du tout. C'est pas grave. Et là, qu'est-ce qu'on a? ETH USDT. Bah voilà. ETH USDT. Donc, alors déjà, à mettre en avant, on a une divergence baissière cachée ici. Donc, en termes de momentum, ETH nous dit plutôt qu'il va latéraliser à ce stade et qu'il n'est pas sur une action de montée. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par contre, on a un momentum qui est excellent. Vous voyez ici, au niveau de MACD. Hop, au niveau de MACD, vous voyez qu'on fait DW, un W ici, là on le casse, et là potentiellement, si jamais on reprend une dynamique haussière, on aura encore un W dans un W dans un W. Donc au niveau momentum, c'est plutôt pas mal. Au niveau du market cipher, vous voyez que ici, l'argent arrête de sortir de ce projet-là. Vous voyez ici, enfin on a l'impression en tout cas que cette vague est finie. Un petit peu comme vous voyez là, ici, c'est que des grandes vagues, voilà, qu'on pourrait voir comme ça. Donc là, on a quand même aussi à ce niveau-là un joli point c'est pas un point d'entrée là, hein, actuellement sur ETH du tout. Mais on a potentiellement quand même quelque chose qui nous dit qu'on va repasser ici au niveau du cash flow dans une zone verte plutôt comme celle-ci ou comme celle-ci. Voilà. Dans la dynamique du market cipher, on a vraiment le sentiment que c'est pas mal. Ici, bon bah gros sell-off, je pense qu'on était là, je vais vous remettre du coup l'action de prix. Je pense qu'on était ici, voilà, sur les deux plus grosses descentes là ici. L'OBV est très joli par contre, c'est-à-dire l'OBV, bon, est-ce que l'argent rentre sur ce projet ou est-ce qu'il en sort? Sur ce contrat-là, en tout cas, l'OBV est plutôt joli, c'est-à-dire qu'on voit que malgré une forte latéralisation ici du prix, il n'y a pas eu de sell-off, l'argent n'est pas sorti énormément. Par contre, il faut savoir sur ETH qu'il y a quand même une distribution qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire que les baleines en ETH
petit à petit sont en train de distribuer, contrairement à Bitcoin où on a eu à nouveau une accumulation. Et ce qu'on peut voir sur les données on-chain, c'est que, comment dire, sur toute cette zone-là, ETH était déjà en train de distribuer. Alors que sur Bitcoin, en fait, cette distribution s'arrête ici. C'est-à-dire que tout ça s'est accumulé. D'accord? Là, pour moi, sur ETH, ce que j'en vois en tout cas sur les données on-chain, on est toujours sur de la distribution. On va regarder maintenant. Donc, oui, voilà. Pourquoi j'ai dessiné aussi là ces deux droites-là, bah, c'est parce que ça équivaut un petit peu à la running flat qui est en train de nous poser Bitcoin. Donc, tout simplement, théoriquement, Bitcoin étant le leading indicator, on a potentiellement des chances de suivre tout ça via ETH. Donc du coup, bah, c'est un petit peu, vous voyez que la pattern, elle est à peu près similaire, du moins. Là, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Bah, à partir de là, vous voyez qu'ici, on avait une zone de tendance que je peux vous tracer comme ça, de cette descente. Vous voyez? Là, on l'a passé. Maintenant, il nous faut une structure de l'autre côté. C'est-à-dire, tout simplement, pour vraiment valider un retour de TH, il faudrait faire quelque chose comme ça. Vous m'avez compris. Donc voilà, on a une jolie ligne de tendance en tout cas. L'OBV est joli. En termes de volume, léger retour des volumes ici, mais c'est pas non plus incroyable. Donc qu'est-ce qu'on attendra sur ETH? Ben, vous voyez que le dernier rempart, en fait, il est autour des 600 $. Et là, je parle en termes de volume profile, voilà, 700 $. On a un gros creux ici dans le volume profile dans cette zone, c'est-à-dire qu'entre les 600 et 1002, il y a un gros creux. Il faudra qu'à un moment donné, ETH revienne visiter ces zones-là. Mais pour l'instant, le premier rempart, c'est les 1008. ETH avait un joli niveau à garder qui aurait pu être celui-ci, là, vous voyez, le niveau des 2800 ici, bah, celui sur lequel on est là d'ailleurs. Là, il y avait un joli niveau à garder. Vous voyez qu'ici, il l'a perdu. Hein, donc, pour l'instant, comment dire, si jamais ETH n'avait pas fait lui aussi sa running flat, et si jamais ETH nous avait donné ça, là, c'était très très bon par rapport à Bitcoin. Je veux dire, on voyait que c'était vraiment excellent. Donc, je mettrais en moins le fait que bon, ETH est en train d'être distribué, et ça, c'est normal. Hein, quand vous avez acheté quelque chose ici à 86 $, ne pas en vendre à 3000 $ serait complètement stupide. Donc bien évidemment que ETH est plus distribué que Bitcoin. À partir de là, il y a une grosse conférence cette semaine sur ETH, qui est l'ETH Denver. C'est la plus grosse conférence mondiale par rapport à l'ETH. Donc il y aura sûrement pas mal de, comment dire, il y aura pas mal de news qui vont sortir sur toutes les blockchains à ce niveau-là. Sur toutes les blockchains, je veux dire par là que on sait qu'il y aura probablement des news sur Algo. On sait qu'il y aura cette semaine, il y aura des grosses news à mon avis sur Algo, sur pas mal de choses. Polkadot aussi, à mon avis, il va y avoir des grosses news qui vont être annoncées. Hein. C'est un salon, donc ils essayent de créer l'événement en annonçant des nouvelles choses. Donc on va passer maintenant sur ETH contre BTC. ETH BTC, où est-ce que je l'ai mis? Peut-être par là, je pense que c'est celle-ci. Non, celle-là. Oui. Donc du coup, bah, là, vous voyez que donc là, c'est combien je peux avoir d'Ether pour un BTC. Et donc du coup, combien je peux avoir. Oui, c'est ça. Donc du coup, vous voyez ici qu'on a une jolie structure en tas séance avec des targets ici. Alors pour la plus folle, qui serait une target de 0,15, c'est-à-dire un fois 2,5 à partir de là, contre BTC, hein, j'entends. Et ici, deuxième target, enfin première target plus réaliste, au 0,12, donc un x2 à partir de maintenant. Et vous voyez qu'on galère à faire cette hanse là. En fait, on galère à faire le breakout vraiment. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on est là, on fait ça, on veut pas y aller quoi. Alors que normalement une hanse, elle doit faire comme ça et puis après ça part. Donc ici, il y avait un petite cassure de la ligne de coup de cette séance qui malheureusement n'a pas, comment dire, concrétisé. Et pour l'instant, on est dans ce canal qui est très joli. Il y a 3 touches de chaque côté, qui est très joli. Donc voilà, autant voir si on y reste. Et pour l'instant, il n'y a rien d'énorme à dire sur Ethereum contre BTC, si ce n'est de dire que Ethereum surperforme BTC depuis 2019. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a des corrections, il y a des points, comment dire, où
Ethereum ne tient pas vraiment ses promesses. On s'attendrait vraiment à ce qu'il casse cette séance et à ce qu'il atteigne sa target des 0,12. On s'attendrait même potentiellement, ETH étant la plus grosse plateforme pour les NFT, pour des tas de choses, pour les smart contracts, etc., à ce qu'il soit bien plus monétisé que ce qu'il l'est à l'heure actuelle. Et pour l'instant, en fait, je pense que beaucoup sont en train de distribuer dessus et c'est ça qui l'empêche de monter. On a beaucoup joué avec les 3000 $ déjà. Il y a eu beaucoup de distributions aux 3000 $. Là, le fait qu'il y en ait encore à nouveau est tout à fait, encore une fois, normal. Comme je vous dis, quand vous avez acheté quelque chose il n'y a pas très longtemps autour des 86 $, c'est normal de prendre des bénéfices ici. On va faire un tour rapidement du côté de la Bitcoin dominance. Ici. Et là, vous voyez qu'on est sur un assez gros rebond puisque, comment dire, la Bitcoin dominance repasse à 43,38. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que les arbitrages se font aussi, et quand il y a eu cette journée-là, donc il y a 4 jours, il y a eu donc il y a 4 jours, vous voyez que la Bitcoin dominance reprend énormément, depuis les 4 derniers jours, reprend énormément de force. On était à 42 et on prend 1% quasiment. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans un contexte où on sait que la Fed va parler, que Vladimir Poutine va parler, qu'il va y avoir un coup de fil ce week-end, etc., entre Poutine, l'OTAN, etc., enfin toutes... Eh bien évidemment, vous sortez des alts à ce moment-là, qui sont les assets les plus risqués, ce qui va corriger le plus en cas de correction, et vous allez potentiellement vous garer sur Bitcoin. Donc, bien entendu, à cet endroit-là, c'est tout à fait normal que les arbitrages se fassent, même si Bitcoin est très risqué, c'est quand même le moins risqué des cryptos. Donc, il y a des arbitrages qui se font de gens qui prennent profit sur des alts ou qui sortent de certaines alts, même en négatif, et qui vont aller plutôt, pour rester sur les cryptos, revenir sur la plus grosse capitalisation des cryptos. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Donc voilà, là on voit, on a vu déjà donc par rapport à la Bitcoin dominance qu'il y a un fort rebond. Ici, on pourrait aller regarder est-ce qu'on est en altcoin season ou pas. Et bien on voit que pas du tout. On est plutôt du côté ici de la Bitcoin season. Je vous rappelle de comment est calculé cet indice. Ils prennent le top 50. Et puis si jamais 75% des alts qui sont dans le top 50 ont surperformé Bitcoin autour des 90 derniers jours, ils considèrent qu'on est en altcoin season. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Apparemment, Bitcoin a bien plus performé. Ici, vous voyez la performance du top 50, enfin des plus grosses du top 50, là, ici, vous voyez. Donc voilà, donc pour le moment, non, on n'est pas en alt season. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que à ces prix-là, ça pourrait suggérer qu'il est plus intéressant en ce moment d'acheter des altcoins, puisqu'elles sont pas chères, que du Bitcoin. Vous comprenez l'idée, hein? L'idée, c'est vous n'allez pas acheter des altcoins quand vous n'allez pas dire, ah, on est en altcoin season, donc j'achète des altcoins. C'est l'inverse qu'il faut faire, en fait. Il faut faire totalement l'inverse. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour, sincèrement, sur... Désolé, c'était un petit peu poussif, mais j'étais obligé de faire cette vidéo tôt du matin, parce que j'ai une journée chargée derrière. Donc du coup, voilà, vous voyez un petit peu l'idée en tout cas. Pour l'instant, on pull back sur cette droite rose. Pour moi, je pense qu'elle va peut-être tenir pendant un certain temps, sauf dépendant de ce que nous dit la Fed aujourd'hui. Est-ce que la Fed fait juste un meeting et elle va pas rehausser les taux? Pour l'instant, c'est jamais arrivé. En général, une réunion d'urgence de la Fed veut dire rehausse des taux. Maintenant, est-ce que réellement cette rehausse des taux a pas déjà été pricée par le marché suffisamment et que finalement toute cette narration, cette espèce de gros sell-off de 90 jours là qu'on a eu n'est pas déjà en fait les marchés sont en avance réellement sur la news, on va dire. Et est-ce qu'à partir de là, une rehausse des taux finalement même anticipée d'un mois ne va pas être quelque chose qui peut finalement comment dire euh, être très peu pricé et très peu réagi. Alors sur les actions tech, les plus grosses sans actions tech, on voit qu'on commence à chercher du pétrole. Là, ici aussi, vous voyez que on est quand même sur un assez gros sell-off. Mettons daily. Hop. Donc les 100 plus grosses actions tech, vous voyez que ça a été catastrophique là, hein, sur là on devait être le 10, voilà, 10 et 11, ça a été catastrophique au niveau vente, hein. Donc voilà, je pense qu'on perd là, on passe de 15 à 14, donc on perd facilement un 3 ou 4%, je ne sais pas, 2%, 5% en 2 jours, hein. Donc c'est énorme.
Donc il y a des arbitrages qui se font. Quand on vous dit combat contre l'inflation, bien entendu, vous sortez des assets à risque et vous allez vous garer sur des actions qui sont plutôt des potentiels croissance faibles, c'est-à-dire des actions bon père de famille, acheter du Coca-Cola ou ce genre de choses, des actions qui sont déjà bien installées et qui vont vous donner votre profitabilité. Ici, on regarde le pétrole, le baril de Brent, vous voyez que on est carrément sur une explosion littéralement depuis qu'on a eu cette histoire de narration autour de l'Ukraine. Le pétrole a repris sa course alors qu'il était en train de commencer, comment dire, à se calmer. Là, je pense qu'on est fin 2021, voilà, c'est ça, fin 2021. Donc là, il commençait vraiment à se calmer. On pensait avoir une sorte de structure de double sommet qui était en train de se créer. Et là, au 1er décembre, depuis le 1er décembre, le pétrole est en train de skyrocketer. Donc ça, c'est pas très bon parce que ça présage plusieurs choses. Ça présage déjà une potentielle crise économique parce que le prix du pétrole se répercute sur tous les prix. Ça présage de l'inflation non contrôlée puisque énergétique. Donc du coup, ça veut dire que le pétrole serait le seul gagnant au niveau sectoriel de ce type de crise, mais que pour le coup, la Fed devrait augmenter énormément ses taux alors que ça ne sert plus à grand-chose puisque finalement, ici, c'est plutôt l'offre directement qui est responsable de la baisse de votre pouvoir d'achat. Donc voilà, ça, c'est pas très bon. On peut aussi se dire que, comment dire, que tout ça va se calmer un petit peu, que là, c'était juste un FUD, une narration. Vous voyez quand même ici que le VIX, là, est quand même à 30, est à 27, donc relativement en augmentation. Vous voyez il a dépassé les 30. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Il a dépassé les 30 aujourd'hui. Ah non, le 11, pardon. Ah oui, il réouvre. D'accord, il réouvre aujourd'hui, d'accord. Il est en train d'ouvrir là, d'ailleurs. C'est ça. Donc du coup, oui, c'était le week-end là, oui. Ouh là là, pardon, excusez-moi. Donc oui, bien sûr, voilà. Donc l'idée, voilà, vous la comprenez ici. L'idée, elle est de dire, attention, très grosse semaine, très chargée. Grosse conférence sur Ethereum, grosse conférence de la Fed également. Beaucoup, 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 beaucoup de choses qui vont sortir cette semaine. Et donc du coup, on va avoir ici à l'instant T énormément de choses importantes. La Bitcoin dominance qui reprend ici du poil de la bête. Donc voilà, très important à suivre aussi. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Désolé pour cette vidéo du matin un petit peu poussive, un petit peu voilà, un petit peu difficile comment dire à sortir. Hein. Il y a des fois où ça roule beaucoup mieux que ça. Néanmoins, vous avez compris un petit peu la situation, le contexte actuellement. C'est-à-dire que on va réellement suivre beaucoup. Il va y avoir énormément de choses à suivre cette semaine par rapport à l'inflation. La Fed réunion aujourd'hui, les minutes qui sortent mercredi, potentiellement une hausse aujourd'hui. Je pense que graduellement, on aura déjà réaugmenté de 1% au total en juillet, c'est-à-dire que ça sera que des hausses de 0,25, mais qu'elles vont être assez rapides. Euh, pour l'instant, pour moi, le Bitcoin a déjà pricé cette histoire. J'ai le sentiment que tout ça a déjà été pricé. Donc là, c'est pas la bonne charte du tout, mais voilà. J'ai le sentiment que tout ça a déjà été pricé par Bitcoin et que on n'a pas besoin réellement de pullbacker beaucoup plus bas. Néanmoins, il est vraiment possible que ici on s'installe dans quelque chose de plus long avec un vrai double bottom ici et un vrai retest de la ligne de la running flat. Bien entendu, comme tout est possible, il est aussi possible que Bitcoin redescende ici en zone de rechargement. Moi, je vous avais fait une vidéo sur la potentialité et pourquoi un potentiel bottom à 24 pourrait être possible. Voilà. Dans le contexte actuel et dans ce que je vois là sur l'action de prix, je serais plutôt en train de dire qu'on aurait potentiellement ici un retest de cette ligne d'axe, mais que on va repartir à partir de là. Si jamais on reteste ici, bien entendu, la running flat, la ligne rose là, c'est pas bearish pour autant. Hein. Ce que je veux dire, ça permet de rentrer, de placer des trades et tout, etc. Pour l'instant, moi, je suis pas trop en trade cette semaine parce que je suis occupé pour d'autres choses, mais si j'avais ici une bille à placer, ça serait plutôt éventuellement de poser un long à partir de là. Néanmoins, j'ai pris du profit, moi, j'avais repayé Bitcoin autour des 36. J'en ai revendu une partie au 41.
puisque voilà, j'estimais que c'était bien, c'était une bonne zone de profit pour en prendre une partie. Et puis à partir de là, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Passez une excellente journée. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire votre dessin animé préféré de votre enfance. Comme ça met des commentaires qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Et ça me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci de m'avoir suivi et bonne journée.